Bonjour à tous, bienvenue à vous, c'est 9h50 le matin en Bretagne. On vous embarque pour une petite heure d'émission. Alors ce matin, dans le cadre de la fête de la science, nous nous intéresserons au Festival des sciences qui aura lieu du 5 au 21 octobre dans plus de 40 communes de Rennes Métropole. L'ambassadrice de cet événement, c'est la physicienne bretonne Maud Guézot. Elle nous dira comment cette manifestation de grande ampleur peut diffuser la culture scientifique. Si la science pouvait inventer une machine à remonter le temps, eh bien à coup sûr, Fanny Bugnon monterait dedans. Elle nous présentera une archive de 1973 avec un micro-trottoir étonnant, vous le verrez, sur le port du pantalon. Du passé au futur, nous parlerons aussi d'innovation avec Stéphane Gramont et son invité Benoît Valory, responsable du TILAB. Le TILAB, c'est le laboratoire régional d'innovation publique en Bretagne, ou comment améliorer les services publics en intégrant les usagers et en misant sur l'intelligence collective. Vous verrez cela. Et puis il sera question d'histoire sous-marine avec Adélaïde Casti, responsable éditoriale du magazine Littoral. Et elle explore ce week-end les épaves, sachant que les eaux bretonnes sont l'une des zones les plus riches en la matière. Nous prendrons également la clé des champs ce matin à la découverte des orchidées de Bretagne. Et oui, cette jolie fleur n'est pas qu'exotique, on ne le sait pas forcément. Elle pousse chez nous, dans nos dunes, dans nos landes, mais elle est aujourd'hui menacée. Alors comment la préserver? Bernard Iliou de l'association Bretagne Vivante nous dira tout à son sujet. Enfin, nous retrouverons l'agenda culturel de Sabine Marie-Murgue pour ce week-end avec une sélection, vous le verrez, riche en émotions. Sans oublier l'ami Billy qui est lui parti à la découverte des cocos de Paimpol. Côté météo, eh bien écoutez, pas de jaloux, il fera beau sur toute la Bretagne avec des températures plutôt douces de 19 à 24 degrés. Allez, c'est pas parce qu'il fait beau qu'il faut pas rester avec nous. On vous attend vos questions, vos réactions sur la page Facebook de France 3 Bretagne où cette émission est diffusée en live. 9h50 le matin, c'est parti, on vous attend. Bonjour à tous, bienvenue à vous sur cette émission matinale de France 3 Bretagne. Nous vous accueillons ce matin avec un très beau plateau comme tous les matins, me direz-vous. Bonjour Fanny. Bonjour. Avec vous, on se penchera sur le port du pantalon en 1973. Absolument. Et il y en a à dire. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence. Bonjour Benoît Valory, bienvenue à vous deux. Bonjour, On merci. parlera des innovations dans les services publics avec l'intelligence collective au pouvoir. C'est un peu ça. Hein. Bonjour Maud Guézot. Bonjour. Vous êtes physicienne, ambassadrice de la Fête de la Science en Bretagne. Sacrée responsabilité. Et maître de conférence à l'INSA de Rennes et à l'Institut Photon. Alors, comme vous êtes une femme et une scientifique, on avait envie d'en savoir plus sur votre vocation, parce que souvent, ça remonte à l'enfance. Je vous propose de tirer un premier petit papier, on va voir ce qui va sortir. D'où vous vient cette vocation scientifique ? Alors, Effectivement, donc je dois dire le petit mot, Sciences et Vie Oui. Junior, effectivement. vous étiez abonnée ? J'étais abonnée, c'était ma tante qui m'avait abonnée et je pense que c'est une lecture où l'enfant peut être indépendant et nous permet de découvrir finalement sur des sujets très variés la science et à son rythme. on Donc, était tous abonnés presque. Hein. Voilà, Je sais et pas, c'est vous vrai que étiez, je- Stéphane, Non, mais je suis si sûre. ça avait été Pif Gadget, du coup, vous auriez fait quel métier? Mais non, vous c'est étiez abonné à passionnant. Sciences et Vie Junior ? Non ? Oui. Oui. Ah bah voilà. Fanny ? Ouais, Non. ouais. Non, Bon, d'accord. à d'autres choses. C'est vrai que je continue toujours à lire, hein, pas Sciences et Vie Bah oui. Junior, Sciences Ouest. Mais... Sciences Ouest maintenant, quand on grandit un petit peu. Allez, maintenant on va se pencher sur la première expérience qui vous a marqué. Justement, je vous propose un deuxième petit papier, allez-y. Parce que forcément, il y a une expérience scientifique qui a dû vous marquer. Alors effectivement, quand j'étais à l'école en CE2, pendant toute une journée, il y avait un biologiste qui était venu nous présenter une couleuvre, une vraie. Donc il nous avait appris à connaître son environnement, sa reproduction, son hibernation, et du coup aussi à la distinguer des vipères. Alors, en premier lieu, effectivement, on avait très peur. On ne connaissait rien aux couleuvres. Mais du fait de cette mise en expérience avec la couleuvre, petit à petit, du coup, nous-mêmes, on était rassurés. Et c'est un petit peu ça, l'objet de la fête de la science, je dirais. Hein. C'est diffuser les sciences, les connaissances. C'est ce qui fait reculer les peurs et les ignorances.
Et les idées reçues. Et les idées reçues. Comme quoi, une femme peut être chercheur, et oui, aussi. Et comme une femme aussi peut porter le pantalon. Et ça m'amène à vous, Fanny Bugnon. C'était pas une évidence en 1973, en fait. Vous êtes historienne et vous allez nous éclairer un peu sur le sujet. Effectivement, ce vêtement qui habille de la taille aux jambes en séparant justement les deux jambes, qu'on appelle un vêtement fermé et le pantalon, eh bien, au départ, c'est un vêtement masculin. Et le fait que des femmes commencent à le porter relevait du travestissement, comme nous allons pouvoir en discuter ce matin. Allez, on regarde cette archive, Ina, tout de suite de 1973. Êtes-vous choqué? Non. Et par quoi, me direz-vous? Quoi de plus banal, en effet, de plus courant qu'une femme en pantalon? Elles sont au moins aussi nombreuses et sans doute plus nombreuses que les hommes qui portent le cheveu long. Elles se montrent ainsi publiquement avec la plus large des contractions, et pourtant, toutes ces femmes sont hors la loi et ne le savent même pas. Pardon madame, je constate que vous portez le pantalon. Est-ce que vous avez une autorisation de la préfecture de police pour le faire? Non. Est-ce que vous savez que théoriquement vous devriez en avoir une d'autorisation? Non, je savais pas. Il existe une loi qui vous oblige ou à ne pas porter de vêtements masculins ou alors à demander l'autorisation, c'est exact? C'est un gars. Il n'y a pas de loi. C'est des bobards, je suppose. C'est peut-être loufoque, mais ce n'est pas nouveau, ça date de 1800. Interdit, paru au journal officiel. Oui. Tiens, dernière nouvelle. Non, elle date de 173 ans, la nouvelle. Et oui, en effet, ce n'est pas une blague. C'est au contraire tout ce qu'il y a de plus sérieux. La preuve. Le préfet de police, informé que beaucoup de femmes se travestissent et persuadé qu'aucune d'elles ne quitte les habits de son sexe que pour cause de santé. Alors, après quelques considérants, article 2, toute femme désirant s'habiller en homme devra se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Article 3, cette autorisation ne sera donnée que sur le certificat d'un officier de santé dont la signature sera dûment légalisée et en outre sur l'attestation des maires ou commissaires de police portant les noms, prénoms, professions et demeures de la requérante. Article 4. Toute femme trouvée travestie qui ne se sera pas conformée aux dispositions des articles précédents sera arrêtée et conduite à la préfecture de police. Rien que ça. On a eu chaud. Bon, on a eu chaud. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette archive et son contexte? Alors, effectivement, on a un texte, alors qui n'est pas une loi, mais une ordonnance du préfet de police de Paris. Donc, ça concerne Paris, qui, en 1800, décide de réglementer le port du vêtement, constatant que des femmes se travestissent, c'est-à-dire portent le pantalon. Puisque le vêtement, c'est un marqueur social, c'est un marqueur identitaire, et que chaque sexe a un vêtement différent, ce qui permet de faire la distinction en théorie, a priori dans l'espace public. Sauf que les mœurs ont évolué, le temps a fait aussi son œuvre, et là nous sommes en 1973, les années 68 battent leur plein, les femmes portent des pantalons, c'est quelque chose de tout à fait usuel, c'est même devenu le vêtement le plus fabriqué, le plus vendu en France à l'époque. Mais le texte auquel il est fait référence n'a pas été abrogé. C'est une espèce d'archéologie juridique, mais le texte demeure. Il est tombé en désuétude, mais il est toujours officiellement d'actualité, quelque part. Il n'a pas été abrogé. Incroyable. On pourrait imaginer quelqu'un qui lancerait des poursuites pour avoir croisé une femme en pantalon. Pour la journée de la jupe, par exemple. Pour la journée de la jupe, ouais. Donc la liberté vestimentaire féminine, finalement, elle a toujours été plus ou moins remise en cause, quelque part. Alors, en 1970, justement, on vient interroger ce paradoxe, cette chose qui semble complètement dépassée, contradictoire. Mais historiquement, en fait, le vêtement est vraiment un marqueur des sexes, un marqueur de différenciation. Les hommes portent le pantalon, les hommes sont des citoyens, les femmes ne sont pas des citoyennes, les femmes n'ont pas le droit de porter le pantalon, sauf autorisation. Validée par un médecin, si elle veut le faire de la bicyclette ou de l'équitation, par exemple. Et les premières femmes qui, au 19e siècle, vont revendiquer et créer des premiers pantalons sont dans une démarche un peu féministe, d'émancipation, non de la liberté, du confort, quelles que soient, par exemple, les conditions climatiques ou les activités qui vont être menées par ces femmes. Et c'est assez décrié. Ces pionnières comme George Sand, qui en plus fume le cigare, ou dans les années 1930, Marlène Dietrich,
bien, elles sont à la fois, elles fascinent et en même temps, elles sont décriées. Yves Saint Laurent va développer ensuite la haute couture et le pantalon en considérant que c'est un accessoire très élégant aussi pour les femmes, alors que Coco Chanel le réprouve absolument en considérant que c'est s'habiller en homme, que c'est enlaidir. Et il y a toujours eu une forme d'hostilité à ce pantalon qui pourrait brouiller les sexes, qui pourrait générer une forme de confusion de filles qui seraient virilisées. Alors, on n'en est pas encore aux hommes féminisés à porter la robe. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on dit sur les hommes d'église, les gens de justice Est-ce qu'on les considère pour autant comme des travestis alors qu'ils portent des non, robes? mais ça pose la question aussi dans les deux sens. Mais là, parce qu'on est sur une fonction. On habite une fonction, une fonction professionnelle, une fonction sociale, donc qui est distincte. Mais dans certaines cultures, dans d'autres cultures, les hommes portent des vêtements ouverts, ne portent pas des pantalons, comme les djellabas, par exemple. Donc, ce qui montre bien que l'identité et le vêtement, eh bien, ce n'est pas toujours quelque chose de figé qui évolue dans le temps, dans l'espace. Et ces femmes de 1973, elles sont aussi à une époque où se développe la mode unisexe. Et le vêtement qui symbolise le plus l'essor de cette mode unisexe, c'est le jean. Ça veut dire qu'on portera peut-être des jupes en été, les hommes? Alors, ce qui est certain, c'est qu'aucun... Non, ça m'inquiète pas. Quelquefois, ça fait envie quand il fait chaud. Ce qui est certain, effectivement, votre confort prime. Ce qui est certain, c'est qu'aucune loi ne vous en empêche. Aucun texte ne vous interdit de porter une jupe ou une robe. À la différence de l'ordonnance de 1800, donc... Pourquoi pas? Donc libre à vous, Stéphane, de venir en jupe. Je peux lancer un truc. Chiche, il existe un mouvement, une association... On voit des gens en kilt de plus en plus, déjà. Oui. Outre le kilt, il existe une association des hommes en jupe. Oui, exact. Oui. Bon. Donc, à méditer, Stéphane. Jeudi prochain, je viens en jupe. D'accord. Chiche. Allez, on va retrouver tout de suite Billy. Alors lui, il s'est entouré de cocos de Paimpol. Il est parti à la découverte de ces cocos de Paimpol. Bonjour Billy. Bonjour Laurence, bonjour à tout le monde sur le plateau. Alors ce matin, nous sommes là à la fraîche, dans les champs, avec Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour. Ça va bien? Bien, très bien. Alors on est dans un champ... Ah bah oui, là on a un beau soleil ce matin. Certainement. Dans un champ bien spécifique, puisqu'on est dans un champ de... Coco de Paimpol. De coco de Paimpol. Alors raconte-nous un peu l'histoire Gérard du coco. Alors le coco de Paimpol, donc qui est arrivé chez nous dans les années 1928. D'accord. Qui est venu là avec un marin. Les premiers semis de coco de Paimpol donc, ont été réalisés dans des jardins autour de Paimpol. Ok. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale en fait qu'il a commencé à s'exporter en dehors de la Bretagne, je dis bien, parce qu'avant c'était uniquement breton. Tout à fait. Et le coco de Paimpol, à 99%, est consommé en France. Ok, d'accord. Il n'y a pas d'export à l'international, quoi. Non, du tout. Et alors, du coup, le coco, aujourd'hui, c'est quelque chose de protégé, Donc, cette année, nous avons fêté donc, les 20 ans de l'AOP. L'AOC avant, maintenant c'est en AOP. C'est le texte européen. Appellation d'origine protégée. Voilà. Ok. Et donc cette année, nous avons fêté donc, les 20 ans de l'obtention de l'AOP. D'accord. Donc cette année, la production, en fait, elle est la plus basse aussi historiquement. D'accord. Historiquement. C'est dû au soleil qu'on a eu cet été? Dû à différents facteurs. En fait, il y a des coûts de production, c'est vrai qu'ils continuent d'augmenter aussi. Et les marges donc, diminuent, certains producteurs se découragent. D'accord. La zone d'AOC qui recouvre, qui est sur 84 communes. D'accord, c'est ça que j'avais demandé, 84 communes. C'est environ 1000 hectares. 1000 hectares. Et tout ça autour de Paimpol? Elle va donc de Tréveneuc, proche de Saint-Brieuc, là, jusqu'à Plomilio. D'accord, ok. C'est arrivé en limite Finistère. Et donc la production, oui, a tendance à baisser, puisque habituellement nous faisions 1000 hectares sur les 4 stations qui recouvrent cette zone. Et l'année dernière, donc, nous avons descendu à 750 hectares. D'accord, donc on cette année, on est plus autour de 700 hectares aussi. Donc on se rend compte que la production a tendance à baisser. Les producteurs, il y a 30 ans, nous étions 1200 producteurs. Aujourd'hui, nous sommes 200. D'accord. Et alors du coup, ça se plante, parce que ça ressemble à un haricot vert au final? Oui, c'est la même famille, bien sûr, que le haricot vert. Tout à fait. Et on le plante quand et ça pousse de quand à quand? Alors là, les premiers semis se font mi-avril. Ok. Et jusqu'au 14 juillet.
Ok, et on récolte là en ce moment Et on récolte de septembre, octobre, quoi. du 1er juillet Ah oui, quand même. jusqu'au 10 novembre à peu près. Jusqu'au Ok. gelée, je vais dire, parce que là, même ce matin, nous sommes proches de la gelée. Proche de la gelée. Donc, Bon, on va se il retrouver fait- nous tout à l'heure et je vais être vraiment les mains dans le cambouis, comme on dit. Hein. On va aller écosser les cocos de Paimpol. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Billy, on attend de vous voir les mains dans le cambouis. Allez, quant à nous, on va s'intéresser à la fête de la science qui bat son plein et qui dure une semaine au niveau national. Mais nous, en Bretagne, on fait du rab avec le Festival des sciences, Maud. Oui, donc le festival à Rennes va commencer dès demain. Et en Ille-et-Vilaine, hein, mais demain, c'est le Village des Sciences qui va ouvrir ce festival. Il y a un Donc, Village des sciences qui s'installe pour la première fois à l'université de Rennes 2. C'est tout un symbole en fait. C'est le symbole de quoi? Tout un symbole, puisque c'est vrai que quand on dit Festival des sciences, les jeunes, même parfois les étudiants, pensent que science, c'est les sciences qu'on appelle dures. J'aime pas ce terme-là, mais finalement, les sciences, c'est les sciences de la nature, maths, physique, etc. Mais voilà. Des choses avec plein de chiffres et hyper compliquées. Et on doit dire normalement les sciences formelles, les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales. Comme ça, on couvre finalement tout le domaine des sciences. Donc effectivement, là, j'ai amené le petit programme Festival des sciences. Et donc c'est grâce à l'Espace des sciences en fait qui porte ce festival au niveau de l'Ille-et-Vilaine. Nous avons la chance de pouvoir profiter donc pendant 15 jours d'expositions, de conférences, de rencontres. Voilà, donc là, nous, on commence même un jour avant la fête de la science nationale. Hein, donc en France, puisque comme je suis ambassadrice dans le comité national français, la fête de la science nationale est du 6 au 13 octobre. Voilà, donc nous, on a vraiment la chance, pendant 15 jours, il y a tellement de demandes, que ce soit des intervenants, des chercheurs qui souhaitent présenter des choses, ou du public, pour découvrir les sciences sous toutes ses formes. Hein, il y en a pour tous les goûts. Qu'est-ce qui nous attend justement? Est-ce que vous avez un coup de cœur, peut-être un événement phare, vous Alors, à nous donner? je dirais un événement phare, c'est difficile de citer puisque la Bretagne est très, très dynamique. Hein, il y a un engouement, oui, en Bretagne, vraiment pour les sciences. Quoi. On sent l'Espace des sciences porte plein de projets. Il y a plein de phares en Bretagne. Il y a plein de phares en Bretagne. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'en citer qu'un seul. Et c'est pour ça que je dirais, si vraiment je cite toutes les villes, c'est Vannes, Lorient, Concarneau, Brest, Morlaix. J'essaie de le faire dans le bon sens. Plumeur-Baudou, Ploufragan, etc. Donc il y a 5 villages des sciences. Là, on voit les images où on a des ateliers, des rencontres, des stands. Donc les 5 villages des sciences vont avoir lieu donc à Lorient, Morlaix, Plumeur-Baudou, Brest et Rennes, et Ploufragan, si j'ai oublié. Et donc voilà, je dirais tout est dans le programme au niveau de l'Ille-et-Vilaine, et sinon sur le site internet aussi de l'Espace des sciences. On va le voir s'afficher sur notre écran, espace-sciences.org. Voilà, on retrouve toutes les animations. Il y en a peut-être pour une quand même. l'Ille-et-Vilaine et pour la Bretagne, pour la fête de la science, et au niveau national. Voilà. Il y a peut-être un événement quand même phare, enfin un coup de cœur que vous avez avec des détenus du centre pénitentiaire pour les femmes de Rennes. Oui. Ça, c'est quand même un peu votre petit coup de cœur. C'est l'Espace des sciences, en fait. Je n'oserais pas dire, parce que ce sont des physiciens de mon équipe, donc ce serait comme si c'était moi qui favorisais. Mais c'est l'Espace des sciences qui a choisi ce coup de cœur, effectivement. Qu'est-ce qui va se passer, alors? 2 physiciens de mon équipe proposent d'aller faire des animations et de faire découvrir la science du laser au centre pénitentiaire, donc la prison des femmes à Rennes. Voilà. Donc ils vont faire des petites expériences avec un pointeur laser, expliquer quelle est la différence finalement entre une lumière naturelle et une lumière laser, etc. Donc c'est vrai que c'est donc réservé aux détenues femmes, et sinon tous les autres événements sont ouverts à tous. Et j'ai aussi un petit coup de cœur par contre personnel pour la forêt de Paimpont aussi. Alors racontez-nous ce qui va se passer. À la forêt de Paimpont, donc là j'ai amené le petit prospectus de mon collègue qui ils vont faire des visites, des rencontres, des conférences, montrer l'insertion en fait des primates dans les forêts, leur réinsertion, puisqu'on sait bien qu'aujourd'hui, par exemple, les orang-outans qui disparaissent avec les forêts qui sont dévastées, c'est un vrai problème. Donc on essaie de regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut les réinsérer, les acclimater. Bon. Et sensibiliser le grand public, bien sûr. Voilà, par rapport à la disparition de tous ces grands singes qui sont très proches de nous. Merci Maud. On parlera tout à l'heure de votre parcours de physicienne, de femme scientifique. Important. Merci. Ça vous inspire quoi, la fête de la science les uns les autres? Benoît, avec les yeux qui brillent, je vois qu'il va s'y rendre, à mon avis. Moi, je trouve ça toujours très intéressant quand les sciences se rendent accessibles. Et
comment aussi ça peut permettre parfois d'hybrider certains domaines qui casser un peu un certain nombre de silos qui existent aussi dans le domaine scientifique. On a eu l'occasion d'échanger tout à l'heure sur l'action Pint of Science qui consiste en fait à mettre des scientifiques dans des bars. Pour qu'ils viennent expliquer, en banalisant évidemment, mais leurs travaux, leurs recherches auprès des gens qui sont dans ce bar-là. Et le simple fait d'être dans un bar permet déjà de rendre le propos accessible, de faire descendre peut-être un peu de l'estrade, hein, c'est un peu le symbole que je donne souvent, et parfois d'opérer des croisements, je pense, qui ne pourraient pas se faire dans d'autres cadres, parce qu'effectivement, on est souvent un peu dans sa petite case. Très, très drôle. Ouais. Tout à l'heure, quand on a échangé, je disais que j'étais intervenue dans Pint of Science cette année. Et moi, j'intervenais sur le nanomonde, à la découverte du nanomonde, voilà le titre de la conférence. Et celui qui me succédait faisait une présentation sur les bulles et les savons, donc quelque chose qui n'a rien à voir avec de la mousse à raser, etc. Tout ça dans il un y avait bar, beaucoup de liens. Voilà, c'était très rigolo. Bon. Et donc comme quoi on innove dans tous les domaines, la science et puis aussi dans les services publics. Alors c'est un peu l'objet de cette chronique ce matin, Stéphane. Effectivement, j'ai lâché un peu les objets connectés, les lasers, les balises de détresse, pour m'intéresser plus aux post-it. D'ailleurs, Benoît en a déjà plein devant lui, comme quoi. Et puis surtout un lieu, le TILAB, que dirige Benoît Valory, qui va fêter ses 1 an d'ailleurs, et qui est un laboratoire d'innovation sociale. Alors, Benoît, j'aimerais que vous nous expliquiez comment on passe du post-it à l'innovation sociale. Vous avez 1 minute. Vous avez 1 minute. On n'est pas dans un bar. Alors en fait, le post-it, c'est juste un outil, hein, c'est une brique. Moi, j'ai tendance à penser ça. Et pour moi, c'est le symbole un peu de ce qu'on peut faire au sein d'un laboratoire d'idées. C'est-à-dire, souvent, méthodologiquement, quand on a une idée, on nous a appris à l'analyser tout de suite. Et souvent, quand on se dit elle n'est pas possible, elle va coûter trop cher, tout ça, on la bâche, on la met de côté. Et en fait, ce qu'on essaye de mettre en place parmi d'autres principes au sein d'un laboratoire d'innovation, c'est de sortir toutes les idées, y compris les plus folles, et seulement après de faire le travail d'analyse, ce qui permet de conserver le côté créatif. Donc le post-it ne sert qu'à ça, mais c'est absolument pas ni un outil ni un symbole. On assemble des briques. Voilà. Après, ce qu'est un laboratoire d'innovation publique, donc un laboratoire d'innovation publique, c'est une démarche qui essaye d'associer au maximum les citoyens, les usagers des services publics à la définition de ces services-là. Donc comment est-ce que eux peuvent nous proposer ou nous permettre de faire mieux évoluer les services publics en partant du principe que les meilleurs experts des services qu'on rend au public, c'est le citoyen, c'est le public. Le meilleur expert du TER, c'est la personne qui le prend tous les jours et pas forcément le professionnel qui pense la façon dont on organise effectivement les TER. Et justement, des post-it du TILAB, quel type de services ont été repensés déjà en 1 an ? Alors, on a travaillé sur plusieurs domaines. Hein. Je peux en citer, par exemple, tout ce qui va être parcours professionnel des demandeurs d'emploi. Donc, la formation est une des compétences de la région Bretagne. Et on a essayé de dessiner, en allant voir directement sur le terrain, hein, pendant 1 semaine, dans une 30aine de lieux, des usagers de la formation professionnelle, pour dessiner avec eux leur parcours de formation idéal. C'est-à-dire, dans un monde idéal, qu'est-ce que ça devrait être, le parcours de formation facile quand vous voulez vous former, vous reformer. Et à partir de cet idéal, d'essayer d'en tirer un certain nombre de petites briques en se disant, si cet idéal, c'est ce qu'il faut qu'on atteigne dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut commencer à mettre en place tout de suite et qui rend réellement service aux gens. Voilà. Donc c'est très concret. Vous travaillez vraiment sur du concret. À la fin, l'idée, c'est d'avoir des expérimentations très concrètes à une toute petite échelle, de manière à pouvoir les faire évoluer, les valider, les abandonner aussi. Comme tout laboratoire, hein, c'est un lieu où l'échec est permis et il est positif. Hein. Nelson Mandela disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est un peu une des punchlines du labo. Donc, à partir de ces petites expérimentations, lorsqu'elles sont réussies, on propose du coup aux décideurs publics de les porter à l'échelle, de les développer. Voilà. Et la spécificité du laboratoire d'innovation publique en Bretagne, c'est qu'il est partagé entre la région Bretagne et également les services de l'État en Bretagne. Donc il y a aussi un objectif de
casser un peu les silos, on en parlait tout à l'heure, qu'il peut y avoir entre les administrations pour essayer un jour d'offrir à nos citoyens des services publics sans couture. Alors vous avez travaillé sur les doublons dans les contrôles, dans les exploitations qui rendent fous les agriculteurs. Vous travaillez actuellement sur l'accès aux droits. Et justement, quand vous amenez des expérimentations à telle ou telle échelle, les institutions qui ont monté le TILAB et leurs fonctionnaires, comment ils réagissent? Est-ce qu'ils bougent facilement? Alors, ceux qui portent ou viennent participer à des ateliers au sein du TILAB bougent assez facilement. Souvent, c'est des gens assez convaincus au départ par les méthodes. Et en fait, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que tous ceux qui viennent participer aux travaux, eh bien, ont de nouveau eux-mêmes, même si au départ ils n'étaient pas convaincus, envie de venir utiliser ces nouvelles démarches et approcher le citoyen dans la définition des services publics par l'expérience. En fait, on aurait pu leur faire une plaquette. Je pense que, bon, on aurait dit, encore un truc un peu projet, bizarre. Voilà. Qui vient d'en haut. Et puis bon, ça vient d'en haut. Il y a le petit côté lab, ça fait un peu moderne, mais qu'est-ce que ça va changer? Et en fait, c'est souvent les personnes qui sont venues participer eux-mêmes à des ateliers qui décident de revenir plus tard avec leur propre projet pour le pousser au sein du labo. Et donc, voilà, moi, je pense que c'est la meilleure façon de convaincre. Et puis, peut-être quelque chose qui permet aux gens de s'engager réellement à l'intérieur d'une démarche en se disant, dans cet espace de liberté qu'offre le laboratoire, je vais pouvoir effectivement tenter des choses et améliorer significativement les services que je rends. Bon, j'espère que... Je suis sûr que dans quelques temps, ou peut-être déjà, on va constater dans notre quotidien des petits changements. Ah oui, dans la il y a région, tout un tas à notre d'innovations effectivement déjà mises en place. On en parlait tout à l'heure à l'Opéra de Rennes, un service de garde d'enfants pendant les spectacles. Et Fanny, ça l'intéressait beaucoup. Et moi aussi. Tout à fait. Et puis l'innovation publique n'est pas limitée au laboratoire. Il se passe déjà plein de choses dans les administrations, dans les services publics, à la région Bretagne, dans les services de l'État. Voilà, le laboratoire n'a pas vocation non plus à être l'unique lieu de l'innovation publique. Merci beaucoup Stéphane et merci Benoît. Merci à vous. Allez, je vous propose qu'on aille retrouver tout de suite notre ami Billy en pantalon qui va être en train, vous allez voir, d'écosser les cocos de Paimpol. Allez, Billy. Effectivement, Laurence, alors nous sommes de retour ce matin dans le champ. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, nous sommes à Quimper-Guézennec, c'est ça? Oui. Quimper-Guézennec, Gérard. Alors là, je suis au milieu de tous les ramasseurs. On appelle, comment tu m'as dit, des plumeurs. Des plumeurs, on est en train de me dire à droite. Alors j'ai fait une très grosse erreur tout à l'heure, j'ai dit écossais. Et tu m'as repris, tu m'as dit, Gérard, on dit on plume le coco. On plume le coco. Et pourquoi on plume le coco? Aucune idée. Eh bien, parce que c'est le même geste que de plumer une poule. Ah ouais, voilà. D'accord. Donc là, on est là. Ah oui, d'accord, on tire comme ça. Voilà. Ok, d'accord, je comprends en voyant le geste à côté. Alors là, j'ai des cosses, il y a plein de couleurs différentes. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour le coco? Parce que là, j'ai un bien vert. Ah, c'est trop vert. Là, j'ai un bien blanc, un jaune. Voilà. Alors cette gousse-là, elle est trop verte parce que regarde, tu vois, le grain, il est vert. D'accord. Alors que si on ouvre cette gousse-là, tu ouvres cette gousse-là. Alors attends. Ok. Ah oui, ok, on voit bien la différence. La différence, là, tu vois. D'accord, on a un bien blanc et un bien vert. Ok. Là, c'est trop vert. Et donc, il faut que ce soit bien blanc comme ça pour pouvoir le récolter. Tout à fait. Et c'est le plumeur donc qui sélectionne les gousses. Ok, donc là, on voit un tas énorme comme ça. Mais combien il faut de gousses comme ça, de pieds, pour pouvoir faire 1 kilo de coco? Une fois que c'est éplumé. Une fois plumé, une fois que c'est écossé par la suite, on est à entre 45 et 50% de taux de grain. 45 et 50%, voilà. D'accord. Donc en gros, 400 grammes pour 1 kilo, quoi. Ouais, 450 grammes pour 1 kilo de gousse. Ok, ça marche. Et donc ça, le coco, on peut le manger avec tout, hein, tu me disais. Ah oui, la viande, enfin le mouton, le poisson. Moi, j'ai déjà mangé ça avec du cabillaud ou en velouté, comme ça, c'est juste très délicieux, bon. quoi. C'est excellent. Et donc là, en production sur... parce que tu disais tout à l'heure qu'on avait de moins en moins d'agriculteurs à le faire. En production sur le cocon de Paimpol, cette année, on va avoir combien à peu près? Cette année, ça va être historiquement le volume le plus bas. Habituellement, au niveau de la coopérative, on produit autour de 6 000 tonnes. 6 000 tonnes quand même? 6 000 tonnes, oui, entre les 4 stations, donc entre les 200 producteurs et sur les 84 communes. Hein. Et cette année, on va tourner à peu près à 4 500 tonnes. 4500 tonnes. Oui. Et ça veut dire qu'on comprend maintenant le coût quand on vient directement dans les champs, parce que chaque morceau, chaque petite gousse comme ça, elle est éplumée, jetée, triée. Parce que je voyais tout à l'heure, il y en avait une qui était pas en forme, là je ne sais plus où elle est. Celle-ci va être mise de côté. Ah, voilà, elle est là. Celle-là ne va pas être... Elle sera pas... Ça, et ça ne va pas mûrir plus tard après ça? Si on les laisse, mais il faudrait les mettre de côté pour les récupérer plus tard, mais on ne le fait pas. Bon, en fait...
Elle se trouve sur les gousses, quoi. D'accord. Bah oui, on a de la perte un peu, mais c'est normal, quoi. Ou alors, là aussi, on a des gousses qui sont trop vertes, bien sûr. D'accord. Mais il faut qu'il y ait minimum 3 grains dans la gousse. Ah oui, sinon, c'est dans le cahier des charges de l'AOC. Bon, eh bien écoutez, je crois que là, on n'a plus qu'à faire notre petite recette avec les cocos, aller les chercher. Toujours du coco de Paimpol, bien évidemment. Et puis, à très bientôt tout le monde. Et merci à tous les émousseurs et plumeurs, c'est ça qu'on dit? Et plumeurs. Les plumeurs, et surtout pour les consommateurs qui ne traînent pas trop pour acheter leur coco de Paimpol cette année, parce que la saison va se terminer rapidement cette année. Alors attention, on va chercher son coco dès demain chez son primeur. Allez, à bientôt. Ciao. Merci beaucoup Billy pour cette très très jolie découverte. Sabine, Marie Murg, Adélaïde Cassier et Bernard Iliou nous ont rejoints. Maud Guézot, j'ai envie de vous demander, la scientifique que vous êtes est forcément sensible à la nature et à sa préservation, on imagine. Physique vient d'ailleurs du mot grec physiquer, la nature. Ben voilà. Allez, donc très régulièrement nous recevons les membres de l'association Bretagne Vivante. Et ce matin avec vous Bernard Iliou, on va parler d'une très jolie fleur, l'orchidée. Car oui, des orchidées poussent en Bretagne. On ne l'imagine pas en fait, on imagine que c'est un peu exotique, mais finalement, il y en a chez nous. Effectivement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la Bretagne, de par la diversité de ses habitats, mais aussi de par l'histoire de l'homme et notamment des pratiques agricoles ou culturelles, a permis l'émergence d'un certain nombre d'espèces. Et effectivement, les inventaires qui ont été réalisés en Bretagne depuis un certain nombre d'années, à travers le réseau de naturalistes, mais aussi les différents partenaires qu'il y a en Bretagne, ont permis de mettre en avant 38 espèces. 38 espèces, c'est dingue. Tout à fait, avec des statuts bien entendu différents en termes de répartition, mais aussi en termes de densité. Il se trouve qu'on a une répartition méridionale qui est assez conséquente, mais également une répartition continentale. Vous nous en citez quelques-unes? Parmi les orchidées, effectivement, il y a des espèces, je dirais, relativement communes, comme l'orchis tachetée ou l'orchis, comment dirais-je, à fleur lâche que vous avez sur votre écran. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la nature des sols détermine la répartition des espèces, à savoir que la plupart des espèces ont besoin de sols calcaires, mais aussi des sols qui sont pauvres en éléments nutritifs. De ce fait, la Bretagne, qui est quand même une région relativement pauvre en calcaire, de ce fait, on a une répartition qui est quand même bien précisée pour ces espèces-là. Cela étant, la présence d'orchidées induit aussi des habitats qui sont souvent très très riches, et par conséquent, on trouve une faune et une flore associées qui est extrêmement diversité, importante, et relativement conséquente et importante de prendre en compte et de protéger, quoi. Alors justement, sont-ils menacés ces habitats et donc par conséquent, est-ce que les orchidées sont menacées en Bretagne? Effectivement, on peut prendre ces espèces-là, mais c'est valable pour un certain nombre d'espèces végétales et animales. Elles sont menacées tout simplement parce que notre société s'est développée et a permis, favoriser la destruction d'un certain nombre d'habitats. Donc les habitats où se trouvent les orchidées sont des habitats très spécifiques. Je pense aux dunes, je pense également aux prairies naturelles et aux landes, effectivement, qui sont liées quand même à l'histoire de l'homme. Il faut savoir que, de par les pratiques culturelles qu'il y avait à une certaine époque, à savoir la fauche, le pâturage, ces pratiques-là permettaient de maintenir ce que je pourrais dire un milieu ouvert, à l'opposé d'un milieu fermé et d'une banalisation végétale. Ces milieux ouverts disparaissant, de par la disparition de ces pratiques culturelles, les espèces ont disparu. Donc effectivement, il y a deux phénomènes. Il y a le développement de notre société et la perte ou la disparition ou la diminution de certaines pratiques culturelles, savoir la fauche et le pâturage sur des milieux comme ça qui sont quand même bien identifiés de par notamment leur histoire. Parce qu'il faut savoir que ces milieux, comme les prairies humides que vous voyez derrière vous sur vos écrans, sont issus d'une longue histoire humaine. On est parti il y a 4000 ans d'un défrichement du milieu forestier pour aller tout doucement vers ce milieu-là. Pourquoi? Parce que l'homme avait besoin de fourrage, avait besoin de ces milieux-là pour faire pâturer les animaux. Et par conséquent, on a de ce fait une diversité faunistique et floristique, un patrimoine naturel, mais un patrimoine vivant aussi, qui est extrêmement présent. Donc voilà, il faut, tout à l'heure on entendait vous intervenir sur la notion de science participative. Oui. Donc c'est important parce que Bretagne Vivante, depuis déjà de nombreuses années, vous connaissez Bretagne Vivante, je pense, quand même? Non? C'est dommage. Vous avez bien fait de venir. Donc, mène un travail, évidemment, de connaissance par le biais des inventaires, mais aussi un travail de sensibilisation, d'information, pour que tout le monde participe, en fait, à la connaissance de ce patrimoine naturel, en se promenant, comme on le fait régulièrement. Et donc, il est important de faire prendre conscience de ce patrimoine, au niveau de la population, au niveau de tout le monde, mais aussi à l'échelle des territoires, pour que ce patrimoine vivant soit pris en considération dans
les politiques locales, dans l'agriculture, enfin dans tous les domaines que l'on connaît, quoi. Vous avez mis donc en place, vous, une politique de sensibilisation du grand public, bien sûr, comme au niveau des sciences. En fait, c'est des démarches finalement assez proches. La nature n'appartient à personne. Je dirais qu'elle appartient à tout le monde. Il est important de participer. Il est important de participer pour que ce patrimoine vivant, ce patrimoine naturel soit pris en considération. Donc Bretagne Vivante, depuis des années, effectivement, intervient auprès des scolaires, auprès du public au sens large, par tout le réseau d'animateurs que nous avons, par le biais aussi des 130 réserves que nous avons au niveau régional, qui sont des réserves qui ont été mises en place pour des espèces soit menacées, soit pour des habitats qui sont également menacés. Et donc, on touche à peu près 80-90 000 personnes par an pour sensibiliser et informer de ce patrimoine vivant. Parce qu'on parle de patrimoine naturel, mais il faut savoir quand même qu'on travaille sur du vivant, quoi. Que ce soit dans le domaine de la botanique, mais dans le domaine aussi faunistique, quoi. Merci beaucoup Bernard Iliou. Alors la science, vous le savez, ce matin et pendant encore une quinzaine de jours, nous la mettons à la portée de tous, également nous sur France Télévisions. Et dans ce cadre, on vous propose de découvrir une série de petits programmes courts intitulés L'étincelle, où un scientifique dévoile le moment où, dans un éclair de génie, il a trouvé la solution. Alors voici l'étincelle du paléontologue breton Yves Coppens. Je vais vous raconter la plus importante de mes étincelles. En 1967, une très grosse expédition scientifique internationale s'est rendue dans le sud de l'Éthiopie. Je faisais partie de cette expédition, j'en dirigeais même un tiers. Et lorsque nous sommes arrivés sur le terrain, nous nous sommes trouvés face à une falaise immense de près de 1000 mètres de sédiments. Et je me suis aperçu que les restes de vertébrés d'en bas n'étaient pas les restes de vertébrés d'en haut. Or, ceux d'en bas étaient inféodés à des milieux humides, ceux d'en haut à des milieux secs. Autrement dit, il y avait eu un changement climatique entre 3 et 1 million d'années. Or, bonheur, parmi ces vertébrés, il y avait des hominidés, autrement dit des restes de notre propre famille. Et ces hominidés étaient aussi différents. Ceux d'en bas, on les appelait préhumains, ceux d'en haut, humains. Autrement dit, l'homme était apparu durant ce changement climatique. Vous vous rendez compte ? La fulgurance de cette étincelle, c'était la découverte de la raison pour laquelle l'homme était apparu. Et c'est au fil de ces millions d'années-là, sous mon nez, dans cette falaise, que j'ai vu en quelque sorte naître l'homme. L'étincelle. Alors vous, Maud Guézot, vous l'avez eu dans quel domaine cette étincelle ? Sur quoi vous travaillez ? Alors au niveau de mes recherches, donc, parce que je dirais peut-être qu'il y a 2 étincelles. Une étincelle, on se dit tiens, un jour j'aimerais être physicienne. Ouais. Et puis après il y a l'étincelle quand on est chercheur, au niveau de qu'est-ce qu'on peut trouver, etc. Alors, vous travaillez sur quel domaine ? Donc moi, je travaille sur les propriétés optiques des nanomatériaux. Donc c'est la matière à l'échelle du tout petit, 10 puissance moins 9 mètres. Et donc à cette échelle, il s'agit de comprendre et d'utiliser l'absorption et l'émission de lumière. Et donc ces phénomènes sont régis par la physique quantique. Donc ce sont des lois qui sont différentes des lois newtoniennes qu'on connaît à notre échelle. Et donc l'idée, c'est il peut y avoir donc des applications. Donc j'ai travaillé là-dessus pour les Internet à très haut débit. Mais je dirais, on ne se rend jamais compte jusqu'où peut aller notre recherche au niveau des applications. Hein. C'est le principe d'ailleurs de la recherche. Hein. Ouais. On ne sait jamais trop où on peut aller. Ça peut aussi servir pour des applications médicales. Et peut-être même que ça va révolutionner les technologies que l'on utilise actuellement dans nos tablettes, téléphones et ordinateurs. Donc on ne mesure pas, mais c'est un petit peu le principe de la recherche. Donc, en tout cas, mes recherches ont été appliquées aux applications Internet à très haut débit. Et la petite étincelle, c'était qu'effectivement, au cours de ma thèse, on avait obtenu un record du monde en termes de rapidité pour le transport du signal télécom, pour la régénération du signal télécom à très haut débit, Internet. Bon, d'accord. Alors, voilà. Vous travaillez aussi sur la photonique. Et alors là, vous m'avez dit quelque chose d'incroyable. Alors, je ne vais peut-être pas le dire avec les bons termes scientifiques, mais bon, en gros, sur une couche d'atomes de carbone, on peut mettre un éléphant
sur une pointe de 1 mm et ça va résister. Expliquez-nous ça. Voilà, en fait, donc, les nanomatériaux dont je parlais, là, on a dû voir mon image avec la feuille le plan de graphène. Là, voilà. Alors ça, c'est les graphènes. Voilà, en fait, ce sont les petits points noirs, ce sont que des atomes de carbone. Et donc on a ce qu'on appelle d'ailleurs un nid d'abeilles, ce réseau-là. Donc c'est un plan monoatomique. On ne pensait pas que ça pouvait être stable. On a découvert, c'est Geim et Novoselov, chercheurs qui ont découvert le graphène en 2004. Ils ont eu le prix Nobel en 2010 pour cette découverte. Et effectivement, c'est le matériau qui a des propriétés mécaniques les plus importantes. Finalement, c'est le plus performant. C'est-à-dire que si vous prenez un film étirable de cuisine, l'équivalent, c'est ça, c'est que cette feuille de graphène, sur un film étirable, avec une petite pointe d'1 millimètre carré, vous mettez le poids d'un énorme éléphant de 300 kg dessus. Incroyable. Donc c'est extrêmement résistant. Donc moi, je travaille sur le graphène et plus spécialement cette feuille finalement enroulée, un peu comme les cigarettes russes, si vous voulez, le cylindre creux qui est le nanotube de carbone pour ses propriétés optiques. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir éclairé scientifiquement sur ces propriétés incroyables. Des propriétés qui pourraient servir à remonter des épaves, peut-être. Bien lourdes, on ne sait jamais. Bien joué, Laurent. Alors, Adélaïde, vous êtes la responsable éditoriale du magazine Littoral et justement, vous allez explorer le monde des épaves ce week-end. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que les eaux bretonnes sont les plus riches en la matière. Ouais, est-ce que vous savez qu'il y a 1300 épaves, on estime à peu près à ce chiffre-là, qui dorment dans les eaux bretonnes. C'est énorme. Hein. Incroyable. Alors, comment expliquer une telle concentration ? C'est vrai que dans l'histoire maritime bretonne, il y a beaucoup de batailles navales, de fortunes de mer, de naufrages. En la matière, on est servi. Pas étonnant donc que les fonds marins soient parsemés d'épaves. Notre présentatrice Marine Barnerias, qui est donc venue ici, s'est donc intéressée à cet univers qui fascine de nombreux plongeurs. Pour cela, elle a enfilé la combinaison, elle s'est jetée à l'eau. Et d'abord, elle s'est initiée à l'apnée, puis Marine a embarqué à bord de l'André Malraux, c'est le bateau du Drasme. Alors Drasme, c'est un peu barbare comme appellation. Drasme, c'est département archéologique subaquatique et sous-marine, et c'est l'organisme qui s'occupe justement d'organiser ces fouilles. Ils sont partis à la recherche de la Cordelière, qui était le bateau de la Duchesse Anne. Et là, Marine et son équipe ont eu beaucoup de chance. Ils ont donc découvert en direct, vous allez voir pendant le tournage, ce qu'il s'est passé. Regardez un extrait. Allez, on regarde. Ce jour-là, à 50 mètres de profondeur, les engins de détection réagissent. Oh putain, il y en a deux. Ah oui. On dirait qu'il y a deux carènes. Il y a quoi, On refait la même ligne parce qu'on a vu quelque chose d'intéressant. On a de la chance de vivre en live la détection de certains signaux. C'est ça qu'on peut appeler ça comme ça, messieurs ? D'une anomalie. D'une anomalie. Plutôt importante. Tu peux éteindre la clé, ça là-bas. Et là, c'est un peu excitant, là, non ? Oui. On est à la recherche de deux bateaux, la Cordelière et le Regent. Et là, on ne sait pas trop s'il y a deux bateaux ou un. Non, ce qu'on voit d'emblée, il y a une épave, là, c'est à peu près sûr, je pense. Sur le multifaçade. On le voit aussi sur le multifaçade. Donc il y a une épave, c'est sûr. Est-ce qu'il y en a deux ? Il y avait l'impression qu'il pouvait y en avoir deux, ce qui évidemment serait plus intéressant pour nous. Mais par contre, on est loin de savoir si c'est la Cordelière. Ah bon, oui. Ah ouais. Non. Le danger, c'est toujours de se mettre à tout interpréter pour satisfaire ses fantasmes. Parce que je suppose qu'on en a beaucoup, surtout quand on est... Bon, comme toujours, quand on a investi dans un projet de recherche, on a envie de trouver, non ? Ouais. Donc quand on trouve quelque chose, on aurait envie que ça soit ça. Mais step by step. Là voilà. Ouais. Voilà, pareil ici. Oh la vache. Ah, c'est gros. Ouais, c'est Carrément bien. C'est presque trop gros. Ouais, c'est gros. Mais t'en as deux. Hein. Ça s'appelle la méthode Coué, quand on se convainc que c'est bien ça. Ou alors vous disiez quoi, Les yeux de la foi. Les yeux de la foi. J'aime bien l'expression aussi, c'est pas mal. Mais c'est impressionnant de sentir la tension quand même. C'est vraiment arrivé pendant le tournage. Alors, est-ce qu'il s'agit bien de l'épave de la Cordelière A priori non. Hein. Donc a priori c'est pas la Cordelière, mais par contre c'est quand même deux épaves très très intéressantes puisque selon les premières recherches, elles dateraient du Moyen Âge, ce qui est très rare. Il y a très très peu de zones dans le monde où on a pu
pu découvrir des épaves du Moyen-Âge. Donc tout n'est pas totalement inutile dans cette fouille. Alors en parallèle du Drasme, il y a aussi des associations de plongeurs passionnés qui prennent aussi le relais pour tenter de retrouver les épaves. C'est le cas de la SAM, Société d'archéologie et de mémoire maritime. Le réalisateur Philippe Lucas, c'est aussi à voir dans le littoral, les a suivis en quête de l'Espérance, un vaisseau de la Compagnie des Indes échoué en 1751. Extrait ? Allez, un petit extrait. Chaque signal envoyé par le magnétomètre déclenche une nouvelle plongée. Il faut alors sonder, vérifier les données. Et puis il faut creuser. Creuser avant que le sable ne reprenne ses droits, comme il l'a fait depuis plus de 2 siècles avec l'Espérance. Les plongées s'enchaînent à un rythme de plus en plus soutenu, mais l'épave ne se livre toujours pas. Inlassablement, le magnétomètre continue de ratisser la zone. Au bout de 10 jours de navigation, il aura parcouru plus de 200 km dans les eaux de l'archipel. Et pour eux aussi, donc il va falloir relancer une campagne de fouilles pour essayer de trouver cette fameuse Espérance. Donc c'est à voir dimanche à 12h55 dans Littoral. Et oui, merci beaucoup Adélaïde. Alors puisqu'on parle de dimanche et donc du week-end, on va écouter maintenant votre sélection culturelle pour ce week-end, votre agenda, Sabine. Oui, alors on commence par les Côtes d'Armor où se déroule le Festival international de musique ancienne de Lanvellec et du Trégor qui résonne dans les sites patrimoniaux jusqu'au 21 octobre. Alors, La Montée au Parnasse, c'est le titre de cette 32e édition, orchestrée par l'association RIMA. Le Mont Parnasse étant une montagne grecque mythique qui veut dire, consacrée au dieu Apollon, vous saviez peut-être ça, et aux muses. Alors du coup, voilà l'origine de la gare, du nom de la gare des Bretons. Merci Wikipédia, je ne savais pas que la gare Montparnasse a été baptisée comme ça, en fait, par des étudiants du quartier latin à Paris. Ils ont baptisé en fait un amas de gravats qui existait au XVIIIe siècle. C'était une colline artificielle entre le boulevard Raspail et puis le boulevard Montparnasse. Enfin bref, c'est une belle découverte, je trouve. Je ne connaissais pas. C'est donc un répertoire haut de gamme encore cette année pour ce festival qui promeut la musique ancienne, concerts de musique médiévale, Renaissance et baroque. Rendez-vous demain à Plusunette, à l'église Saint-Pierre, pour écouter Sula Lyra, la voix d'Orphée de l'ensemble Miroir de musique. C'est très beau. Samedi, rendez-vous à Plélin-les-Grèves pour écouter les musiciens de Saint-Julien, dirigé par François Lazarevitch. Cet ensemble en résidence est associé au festival de Lanvellec et du Trégor pour 3 ans. Ils sont en résidence. Résidence. Oui, oui. Et leur concert est une création qui sera donnée donc pour la toute première fois dans l'église Saint-Efflamme. Je vous propose un avant-goût, c'est pas un avant-goût de leur création, plutôt un ancien répertoire qu'ils ont joué de la musique baroque irlandaise pour vous donner une idée de ce très très bel ensemble. Allez, on découvre. Extrait. Jolie découverte. Donc c'est à 20h30 à l'église Saint-Efflamme, à Plélin-les-Grèves, samedi. À Rennes, maintenant, c'est le temps du festival. Maintenant, justement. Voilà, alors c'est le lancement demain de ce festival défricheur de talent et d'innovation artistique porté par l'association électronique que vous connaissez peut-être. Durant 10 jours, Rennes et ses alentours se métamorphosent en laboratoire d'innovation artistique entre art visuel, musique, nouvelles technologies. 60 artistes d'ici d'ailleurs investissent 20 lieux, le cœur de cette manifestation étant le théâtre du Vieux Saint-Étienne. Et 10 expositions, 6 soirées de concert, 9 expériences dans des lieux insolites, comme cette installation surprenante présentée à l'Opéra de Rennes, Physical Mind, de l'artiste néerlandais Ton Vank, expérience immersive donc de pression entre 2 coussins gonflables. Je pense que ça doit avoir là le coup entre midi et 2h, regardez. Pas mal pour la sieste. Ouais, on va tester. Il faut attester, donc tout le monde est invité.
Alors, Art et Sciences s'entremêlent également. On en a déjà parlé avec Maud. Absolument. Et il y a une autre proposition d'ailleurs du duo allemand Joacino qui joue au sol entouré de synthétiseurs analogiques, de percussions traditionnelles, de sculptures sonores et de robots musiciens. Et c'est un concert mercredi aussi insolite, donc à voir au Temple protestant de Rennes. Et donc il y a plein d'autres performances poétiques au Parlement de Bretagne, au Marché des Lys, concerts au Musée des Beaux-Arts. Bref, poussez les portes de tous ces lieux où vous aurez vraiment des expériences étonnantes. Allez, dans le Finistère maintenant, le pays de Morlaix expose une artiste qui n'a pour moyen d'expression que le crayon et le papier journal. Et oui. Jusqu'au 21 octobre se déroule le Festival des Autres Mondes, consacré cette année à l'artiste et journaliste kurde Zehra Doğan, aujourd'hui incarcérée en Turquie, et pour ses articles et ses dessins. Le Pen Club International et Amnesty International font de cette artiste d'ailleurs l'une des prisonnières d'opinion à défendre en 2018. Et l'artiste de street art Banksy vient d'ailleurs de créer une immense fresque en hommage à cet artiste de New York que vous pouvez voir là sur ces images. Alors ce festival présente une exposition de plus de 70 originaux, majoritairement inédits, des œuvres dites clandestines avant son incarcération, mais aussi des œuvres plus récentes créées en prison. Au programme aussi un salon du livre, 3 expositions de photos, des projections de films, 10 tables rondes sur différentes thématiques en résonance avec le travail de Zehra Doğan. Concert donc de soutien le 13 octobre à 20h30 avec Titi Robin, Acer Torouk, Éric Marchand, Sylvain Barrault et Nessat Koutas. Et donc ça, ce sera le 13 octobre à 20h30. Voilà. C'est ça. Dans le Morbihan, enfin, on lève le rideau sur une pièce de théâtre un peu loufoque. Oui, c'est un peu plus léger, effectivement. Samedi, alors à la Morbaden, déboulent les marquis Tic et Toc d'une épique époque qui peut être aussi la nôtre. La pièce raconte en fait le quotidien de 2 amis aristocrates peu avant la Révolution. Un marquis des Champs empathique, engagé et conscient des inégalités, et un marquis des Villes précieux, conservateur, proche de la cour. Ils partagent leur vision de la société qui n'a finalement pas beaucoup changé depuis le siècle des Lumières. C'est une comédie grinçante, écrite par Philippe Gauthier, alias Urbain de Villorgueil, sur mise en scène tonique d'Emmanuel Buffet, alias Modeste de Belgrange. Voici un extrait de ses joyeux compères. Oh, attention, voilà les anglois. Ah, attention, restez calme et faites comme moi. Après ça, trop tôt. Hi, sir. I want your paper, please. Oh, yes, of course. Of course. My name is Oliver Hardy. Stanley Laurel. On veut la même perruque sur le plateau. Allez. Vous avez reconnu. Donc, une comédie burlesque croustillante à ne pas manquer samedi, salle Le Cairn à l'Armor Baden. Merci beaucoup, Sabine, pour cette sélection culturelle. Vous avez fait votre marché les uns les autres. Ce sera quoi pour ce week-end, finalement? Mais les sciences aussi. Les sciences, forcément. Oui, surtout que vous avez eu des élèves. Oui. En 2015, lors de l'année internationale de la lumière, on avait participé à ce festival Electronica Art et Sciences. Voilà. Mais bon, j'étais partie pour me faire opérer de l'appendicite. Ça, c'est tout ça. En urgence ce soir. Forcément, il y a des priorités. Allez. Merci beaucoup d'avoir été à nos côtés. Merci. Maud, merci Sabine, beaucoup. merci Bernard, merci Adélaïde. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain à 9h50, nous ferons un zoom sur le festival Le Grand Soufflet qui met cette année à l'honneur les mondes celtes. Et bien justement, c'est du folk irlandais que nous accueillerons sur ce plateau demain en live avec le McDonnell Trio. On vous souhaite une très très belle journée. On vous dit à demain. Kenavo.